Le braqueur, par définition, c'est accéder à une place dans la société qu'il n'aurait pas réservée. Ce qui motive, c'est le changement de statut, c'est de vouloir accéder à une vie qu'on imagine exceptionnelle. Et évidemment, il faut y aller pour se rendre compte que c'est pas spécialement le bonheur. Les braqueurs. François. Épisode 3. Moi, j'ai tenu pendant presque plus de 7 ans de cavale. Donc, c'était 3 semaines de vie commando. Boum, j'arrêtais. Je redevenais soit éditeur ou consultant en informatique, expert en immobilier. Enfin voilà, j'avais des étiquettes et je rentrais dans cette vie-là. Mais vraiment. Et ça me permettait d'oublier complètement, de reprendre, de me renourrir d'autres choses aussi. Et de pas vivre dans cette tension permanente, quoi. Parce qu'en fait, vivre en cavale, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Et plus on le vit bien. Si on est presque avec pignon sur rue, on oublie presque. J'aurais sursauté presque si on m'avait appelé par mon vrai prénom. C'est comme un acteur, quoi, qui joue un rôle et qui se dit je suis cette personne. Donc c'était deux vies, c'est schizophrène, mais en même temps, ça m'a permis de vivre comme ça pendant quelques années, quoi. Ah, j'avais plusieurs noms, j'avais franc vert, j'avais des noms d'emprunt, je vais pas les citer parce que les gens qui sont vraiment des gens connus. En fait, le principe, c'est de prendre une doublette de leur identité, de me faire des vrais papiers. Avec leur identité, c'est qui permet de voyager, d'avoir un passeport, d'avoir tous les documents nécessaires. Moi, je dis que la cavale, c'est l'école du civisme aussi. Puisque vous roulez à 120, vous mettez votre ceinture, vous respectez les feux, vous ne faites pas de grabuge avec les voisins, vous n'allez pas commencer à mettre de la musique à 22h pour... on fréquente des gens plutôt bourgeois, qui ont une vie bien installée, qui sont au-dessus de tout soupçon. Et c'est ce que je faisais, en fait. Il faut une couverture qui permet de justifier mon train de vie. Donc je vous donne un exemple, si je vais par exemple au Venezuela et je fais du cheval, j'ai 3-4 chevaux de course, je vais fréquenter des gens qui font aussi du cheval et qui sont dans ce milieu-là. Je m'invente une vie, quoi. Mais il faut que ma vie corresponde à une réalité. Et donc ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je vous dis qu'entre le jeune braqueur de 22 ans qui a des rêves d'extrême gauche et de vouloir changer le monde, après je suis devenu un civiliste bourgeois qui s'enrichissait, qui voulait avoir sa place dans la société. Donc le fait de frayer grâce à l'argent et peut-être une position sociale avec des gens finalement qui avaient une position dans la société, je ne voulais leur ressembler, donc j'étais très heureux de les fréquenter. Et, euh, et donc il n'y avait pas de lutte, c'était complètement de la jouissance de la vie, quoi. Je résumerais ça à ça. Une vie de braqueur, c'est ça, hein. C'est jouir de l'instant. Après 50 cavales, j'ai une fusillade avec la PJ. En gros, je suis arrivé chez quelqu'un qui était en pleine perquisition. Les flics ne savaient pas qui j'étais, ont voulu m'intercepter. Moi, j'ai pris peur. En voyant des types armés, j'ai cru que c'était des mecs qui me voulaient... Dans le romantisme, on peut aussi avoir des ennemis. Et donc, forcément, on est assez méfiant. Et quand j'ai vu des types armés me foncer dessus, j'ai pas posé 1000 questions. J'ai entendu des coups de feu, je me suis échappé, quoi, voilà. Et en fait, il y a une poursuite dans un bois, j'ai pu m'échapper et il y avait des gars qui étaient beaucoup plus aguerris, enfin qui couraient très très vite et qui a pris de la distance par rapport à ses collègues. On s'est retrouvé tout seul dans ce bois face à face. Et j'ai tiré une balle dans chaque jambe, quoi. J'ai tiré 2 fois. Et il s'est écroulé. Je me souviens très bien du sang que j'ai vu gicler, du hurlement de la personne. Et là, on est plus dans un rapport flic-voyou. On est face à deux êtres humains au milieu de nulle part. Toutes les images qui vous surmontent, l'adrénaline la langue gonfle, on n'arrive plus à respirer. Et on se dit, je savais pas si je l'avais plus tué, si je l'avais blessé, j'entendais hurler, je vais mourir. Et voilà, c'est un cri d'horreur, quoi. C'est quelque chose c'est assez terrible de se rendre compte qu'on est la cause de ça. Et on a presque envie d'aller l'aider, quoi. C'est très bizarre comme réaction. Et je pense à mon petit garçon à ce moment-là, et je pense à me sauver.
Bon, les balles sifflent, ça tire, je dévale un talus, je tombe au milieu de l'autoroute et je braque un véhicule au milieu de la route. Il y a un type qui s'arrête, vu que je suis de la police, il me donne son véhicule, il sort, là, il y a des impacts de balles qui vont se percuter dans les voitures. Enfin, je me dis: «J'échappe à la mort, quoi». Après, j'ai appris évidemment que c'était un officier de la police judiciaire. Je me suis dit: «Là, je sais que si tu continues, tu vas tuer». À partir du moment où j'avais tiré sur un officier de la police judiciaire, c'est pire que de violer un enfant. Vous êtes recherché par la police internationale, par Interpol, par Europol, vous êtes recherché dans le monde entier, mais activement. Et il y a une espèce de chasse à l'homme qui se met en route. Et donc là, vous savez que si vous êtes armé, que ça va ferrailler, quoi. Ça, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand vous mettez une charge sur un fourgon, quand vous percutez un fourgon avec un camion, quand vous tirez à l'arme de guerre en direction d'une voiture de flic qui vous poursuit, même si vous tirez dans le capot ou vous visez les pneus, une balle de guerre, ça a une portée mortelle à plus d'1 kilomètre. Et tant que vous ne voyez pas le sang gicler, la personne en face de vous blessée, il n'y a pas de prise de conscience, je crois. Bon, ils vous tirent dessus aussi, donc c'est un jeu, quelque part. On ne cherche pas à les tuer, on cherche juste à stopper la poursuite. Mais c'est beaucoup de chance, évidemment. Je pensais jamais faire couler le sang, et je l'ai fait. Et j'ai abandonné mon flingue, quoi. Donc comme j'avais envie de vivre, et que j'avais pas envie de tuer, j'avais pas envie d'être un meurtrier, et que je me dis, je vais vivre en cavale de manière me fondre dans la masse, essayer de vivre comme ça, avec ce que j'avais évidemment comme argent planqué, et de me débrouiller pour ne plus aller en reprendre, parce que c'était une chaîne sans fin, en fait. Plus vous prenez de l'argent facilement, plus vous le dépensez facilement. Donc à partir du moment où vous décidez d'arrêter, vous avez un budget, vous dites, oui, il faut que je monte une affaire, que je trouve un moyen de vivre en cavale. Et j'ai monté une maison d'édition, j'ai commencé à vendre des livres et vendre du para-BD, donc des planches de BD, racheter des planches de BD à des auteurs de BD. Ce qui m'a permis aussi de me rapprocher de ce milieu artistique que j'avais quitté. Et ce qui m'a permis de bien vivre pendant toutes ces années. Et en même temps, d'avoir une couverture, puisque je disais que j'étais éditeur et marchand d'art. Et j'ai pu rencontrer une personne qui m'a vraiment aidé aussi, c'est José Giovanni, qui est un réalisateur français, un ancien truand, qui a d'ailleurs écrit un film en prison qui s'appelait Le Trou. Puis il a fait 2 hommes dans la ville avec Jean Gabin et Delon. Et lui m'a encouragé à écrire et à laisser tomber entre guillemets le grand banditisme pour me lancer dans l'écriture de cinéma. Et en même temps, je crois que je me suis auto-suicidé parce qu'en venant à Paris, c'était une manière de je pense que j'en avais peut-être un petit peu marre aussi. J'avais un gamin qui avait 6 ans. Je commençais en plus à écrire de plus en plus pour le cinéma, donc j'avais de plus en plus de rencontres dans des lieux entre guillemets où on pouvait me repérer. J'étais assez reconnu en Belgique et mon visage circulait dans tous les bureaux de flics, donc je prenais des risques dingues, quoi. J'avais pas envie, mais je savais qu'inéluctablement ça allait arriver et que ça allait être compliqué et long, mais que j'allais pouvoir ressusciter. Je commençais à avoir une vie honnête et tout était faux. Donc j'avais l'impression de monter une pyramide sur un château de cartes, quoi. Je savais que j'allais payer un jour. Alors soit à 50 ans ou à 60, mais un jour j'allais payer. Et l'autre truc aussi, c'est que je voulais profiter des moments de... J'avais un gamin qui était né quand j'étais en cavale. Et j'avais l'impression de pouvoir me nourrir de sa petite enfance, en tout cas, qu'il se nourrisse de moi. Et ces années étaient vraiment fondamentales et je crois que je me suis battu pour avoir ça. Et parce que je me disais, rentrer en prison avec un gamin qui a 2-3 ans, il oublie son père, il sait plus qui il est. Et là, en l'occurrence, il avait 6 ans quand je me suis fait arrêter. Et on a pu continuer à avoir un lien tout en ayant cette mémoire vivante de ce qu'on avait pu vivre dans tous ces pays. Et je pense que ça nous a permis de traverser l'épreuve aussi ensemble. Donc quand je me suis arrêté à Paris, en fait, avenue Montaigne, en face d'RTL, en 2004. J'ai fait une poursuite dans la ville, je me suis réfugié dans un appartement en disant à une femme que j'étais de la police. Et je me suis planqué chez elle pendant plusieurs heures. Et les flics ont ratissé tous les appartements aux alentours.
Et finalement, elle a pris peur, elle a cru qu'un flic était un des voyous recherchés, parce que j'avais dit qu'il y avait un voyou qui était recherché dans le quartier et que j'étais là pour la protéger. Et en fait, donc ça durait pendant des heures. Et elle me prépare un thé. Moi, je suis planqué en regardant ce qui se passe par la fenêtre. Et puis, pendant que je fais ça, elle est de l'autre côté de l'appartement, elle voit un type qui la braque avec une arme, elle croit que c'est le braqueur, mais en fait c'est un flic. Donc elle quitte l'appartement, elle descend les escaliers, quand elle arrive en bas, elle crie « Je suis avec votre collègue, je suis avec votre collègue », et là, j'entends que ça gueule, et puis un silence de mort. Et puis, il y a petit à petit, j'entends qu'il monte dans les escaliers, moi je barricade la porte, et il me crie par le mégaphone balance ton arme, jette ta grenade, jette ton flingue. J'ai absolument rien, donc je me dis ici ils vont allumer quoi. Et comme j'ai un pédigré, que j'ai déjà tiré sur un flic, je me dis ils vont pas me louper. Et c'est l'OCRB, l'Office du grand banditisme français. Et j'ai la présence d'esprit d'ouvrir le carreau, et je vois un journaliste d'RTL et je dis regarde-moi, j'ai pas d'arme. Et il me dit ouais, je te vois, t'inquiète pas. Je dis ils veulent me tuer. Je suis certain que je vais me faire allumer quoi. Puis il y a une espèce de longue tractation. Et lui, le journaliste fait le lien avec le commandant en bas. Et puis finalement, au bout de longues heures, je me fais arrêter. Je reçois des coups de matraque au moment où je me fais arrêter. Et je me réveille sur les Champs-Élysées en train de remonter front de balle vers Nanterre à l'OCRB. Voilà comment ça se termine. Là, je me retrouve à la prison de la Santé, en haute sécurité. Et puis, je me rends compte que ça va être compliqué à gérer. Je me sais que j'ai pris 30 ans de prison, enfin 28 ans exactement, pour une attaque de fourgon. Donc toujours l'attaque que je m'étais évadé, que j'avais pas commise. Je sais que j'ai la fusillade avec les flics, plus des dizaines et des dizaines de braquages. Et je me dis, soit tu peux t'évader, mais ça va être violent. Ça va être une cavale encore plus violente. Je pense que je suis un peu fatigué de tout ça et je me dis, j'ai pas envie de finir comme ça. J'ai autre chose à faire et j'ai surtout pas envie de laisser un gamin qui pourrait dire son père c'est un tueur quoi. Je trouve que là déjà c'est déjà pas mal. Donc l'autre option c'est le suicide. Je suis pas suicidaire et la troisième option c'est accepter la prison, mais à condition qu'elle soit bénéfique. Et j'ai une chance, Inouï, c'est une association qui vient me trouver dans ma cellule et qui me propose de faire des études. Et je commence à étudier. Et là, je trouve une nouvelle une évasion mentale dans l'étude littéraire. Je fais une licence en lettres modernes. Mes amis qui étaient dans le milieu du cinéma me soutiennent, m'encouragent, dans la bande dessinée aussi. Je suis extradé en Belgique, où finalement je suis rejugé de 28 ans, je retombe à 15 ans. Je suis acquitté pour une série de braquages, dont peut-être il y en avait que j'avais commis, d'autres que je n'avais pas commis, qu'on m'avait aussi mis dans... C'est ça le problème en fait, à partir du moment... ils vous disent il y a 50 attaques de fourgon, c'est lui qui les a fait les 50, même si j'en ai peut-être fait que 30, quoi, voilà. Mais j'en ai quand même fait 30. Ce qui a payé, c'est moi qui ai changé. J'ai décidé de changer, de dire voilà, j'accepte de payer le prix, mais je veux me former et je veux sortir d'ici grandi avec un bagage et certainement pas diminué. Foncièrement, j'étais devenu quelqu'un, je m'étais transformé personnellement. Et je pense que ça s'est ressenti. J'ai pris 19 ans au total. Et j'ai fait 10 ans. À partir du moment où j'acceptais la détention et pas de m'évader à nouveau, il était impensable que je récidive en sortant. Donc je me suis complètement éloigné de ce milieu. J'ai commencé à fréquenter même en prison des gens qui étudiaient, qui étaient dans les mêmes dispositions, dans le même état d'esprit. Je vous assure que passer autant d'années et puis se battre pour avoir un diplôme et réussir plusieurs diplômes, c'est chaque fois une étape. Et puis mon fils aussi, qui m'accompagne également, mais principalement mon fils avec qui je m'étais engagé, c'est-à-dire qu'il est venu me voir quasiment toutes les semaines au parloir. J'avais vraiment pas envie de lui faire vivre toutes ces années pour après, bêtement, aller me tout flinguer en un instant pour de l'argent, quoi. J'ai perdu un ami complice en 2012. Il a fait une attaque du fourgon en France, du côté de Charleville-Mézières, où ils ont plastiqué la route, c'était assez violent.
Donc la charge a explosé, il s'est mal positionné. Et il y a un morceau de charnière qui est allé se loger dans son oreille et il est décédé sur place. Et c'était un garçon, un bon gars, qui avait raccroché pendant au moins 10-15 ans. Et qui est remonté au charbon, comme on dit, avec des plus jeunes. Et il a voulu refaire un coup. Peut-être une manière de ne pas vieillir, de ne pas vouloir accepter de changer de vie. Et il s'est dit, je vais remonter sur un coup. Et voilà, c'est mal terminé pour lui. C'est ça, je me dis, j'aurais pu en faire partie, quoi. J'aurais pu continuer à vivre dans ce milieu-là et me retrouver à 50 ans avec des 20 ou 30 ans de prison. C'est-à-dire vous finissez vos jours en prison, quoi. C'est quand même très triste. Je suis sorti de prison en 2010 et j'ai trouvé tout de suite un éditeur qui était Le Lombard, donc un éditeur belge de bande dessinée, où j'ai signé un premier album en tant que scénariste. Et après, j'ai eu la chance j'ai commencé à écrire pour le cinéma et j'ai proposé un scénario dans une boîte de production belge qui est Versus Production et qui m'ont proposé d'écrire et de réaliser un film. J'en suis à mon 2e et il y a un 3e en route. Ça a mis 10 ans, plus que 10 ans, puisque j'ai commencé, on va dire, un travail depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui 2015. Un travail sur moi, de changement profond. Mais il a fallu tout ce temps pour arriver à ça, quoi. Je vis avec beaucoup moins de moyens qu'avant. J'aime pas le mot, mais j'ai des idées plutôt d'extrême gauche, c'est-à-dire que l'argent m'intéresse plus. Et c'est la création qui m'intéresse. Et je retrouve une excitation beaucoup plus forte encore que le banditisme. Quand vous créez et que vous libérez une œuvre, il y a un moment donné, vous avez ce même orgasme que je pouvais retrouver sur un braquage. En tout cas, dans la réussite d'un braquage. Et en fait, ce fric, c'est une espèce de libération d'endorphine qui vous dit « je peux avoir tout ce que je veux ». Mais vous n'allez pas chercher tout ce que vous voulez, vous ne pouvez même pas. Quand vous libérez ça dans la création, c'est une jouissance qui est beaucoup plus longue. Et je pourrais comparer un orgasme sans amour et un orgasme avec amour. Voilà. Je dirais si je pouvais le refaire sans me faire prendre, c'est une vie intéressante. C'est une vie très, très enrichissante sur le plan des rencontres, des voyages. Justement, le fait aussi d'avoir connu beaucoup d'argent très jeune, ça permet aussi de vivre les choses autrement aujourd'hui. J'ai vécu pendant toutes ces années comme si j'avais un cancer et que j'allais mourir le lendemain. Donc on vit le jour comme si c'était le dernier. Donc c'est jouissance pour tout. J'ai adoré cette vie, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Je fais pas l'apologie du banditisme parce que c'est une époque révolue. Le braqueur tel que j'ai pu en connaître et peut-être en faire partie à un moment donné, c'est une voie en extinction. Elle n'existe plus. Mais c'est vivre puissance 10. Arte Radio. J'ai 2 vies. J'ai eu cette vie-là et maintenant je suis quelqu'un d'autre. Je suis toujours capable évidemment de porter une arme et de braquer un fourgon. Je crois que c'est pas ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Mais pourquoi ? Quel intérêt ?